Caroline Boutin a un vécu parsemé de sévices, de dépression et de maladies. C'est en espérant aider son prochain qu'elle nous livre son histoire au trajet inhabituel. Voici l'extraordinaire histoire de Caroline Boutin. Donc, je suis née en 1981. Je suis une jumelle avec un garçon. Je suis native de Sainte-Marie. Mon enfance, je l'ai vécue dans le parc des maisons mobiles à Sainte-Marie. Mes parents étaient surnommés les bourreaux du parc de par mes amis puis les parents de mes amis. J'ai été maltraitée, violence physique, violence verbale, violence psychologique. Quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, qu'on n'était pas correct, ben nous, on était battus avec cuillère de bois sur les fesses, les culottes baissées. Parfois, c'était les trois, un en arrière de l'autre. Des fois, s'ils jugeaient que c'était de ma faute, ben ils me prenaient, puis on me rendait dans ma chambre, on me baissait les culottes, puis on me frappait jusqu'à temps que la colère soit passée. Ou quand je finissais par m'endormir à force de pleurer. Quand j'étais petite aussi, j'avais un crochet dans ma chambre avec ma sœur, un lit superposé. Et puis l'été, c'était surtout pire parce qu'à 7 heures, il fallait être couché, puis ben il fait encore clair, fait qu'on entendait nos amis jouer, puis on trouvait ça triste parce que nous autres, on pouvait pas sortir, mais on voyait nos parents prendre du bon temps dehors. T'sais, on était vraiment enfermés. Je me souviens aussi quand on dit l'expression si tu manges pas ce que tu as dans ton assiette, tu vas passer en dessous de la table. Ben moi, j'ai littéralement passé sous la table. Où est-ce que j'ai pas voulu souper, puis ils ont mangé, puis moi, j'étais sous la table. Je vous exempte d'autres sortes de sévices que j'ai pu vivre. Vous pouvez comprendre que ça a été quand même assez difficile. Mon frère et ma sœur ont été beaucoup collés à moi. C'était une obligation quand je sortais jouer avec mes amis que mon frère et ma sœur me suivent. J'ai tout le temps été en protection envers mon frère puis ma sœur. Je ne sais pas si c'était parce que je chantais leur naïveté puis moi j'étais un petit peu plus forte qu'eux. Mon frère et ma sœur ont été beaucoup plus maltraités que moi j'ai pu être maltraitée. Je pourrais pas expliquer justement le pourquoi. Moi j'étais tout le temps un peu plus sage, j'étais tout le temps je répondais plus rapidement à ma mère, à mon père. Je faisais le ménage, je m'occupais justement de mon frère, ma sœur. J'étais la bonne petite fille, la petite fille sage. Rendue vers 11 ans à peu près, là, ça commence à parler pas mal dans le parc des roulottes. Ça va vraiment pas bien. Ça continue, les violences physiques, verbales. Mes amis vieillissent. Les parents de mes amis se rendent compte que ça arrange pas. Fait que là, ben il y a des plaintes qui se font au niveau de la DPJ. Moi, j'arrive à l'école, à un moment donné, je suis graffinée au sang. J'arrive pas à expliquer pourquoi je suis comme ça. Bon, il y a eu des plaintes qui se sont faites. Puis, entre-temps, mes parents se sont séparés. J'ai su plus tard, par mon père, qu'il fallait qu'il se sépare avec ma mère parce que fort probablement qu'il aurait été en prison tellement c'était grave ce qui se passait chez nous. Fait que finalement, on nous place en famille d'accueil pour une durée d'1 an à Frampton. Je suis extrêmement bien parce que toute la lourdeur que j'ai pu vivre chez nous, je l'avais pu. Je pouvais partir, prendre une marche, me rendre au village, au café rencontre, jaser avec des amis. J'avais plus de ménage à faire, j'avais plus de bouffe à faire, j'avais plus à gérer mon frère, ma sœur, puis toutes les autres. Tout ce que j'avais à faire, c'était m'occuper de moi. Fait que j'arrivais le soir, j'étudiais, j'avais mon petit pépite, mes petites affaires, puis ça a été une très, très belle année scolaire, une très belle année scolaire de réussite. Fait que là, je pouvais savoir c'était quoi vraiment la liberté d'un enfant normal, d'une adolescence normale. Entre-temps, durant cette année-là, ma mère rencontre un camionneur aux mains longues. Moi, dans mon enfance, j'ai vraiment vécu beaucoup d'attouchements
sexuelle. Au niveau, pas au niveau, mais avec mon grand-père, avec mon parrain. Et puis là, ça se répète encore. Mais là, lui, il va encore plus, puis tout le temps dans ma naïveté. C'est comme si c'était écrit dans mon front, abusé. Fait que j'ai très, très peur de lui. Il veut me faire des affaires pas très catholiques. Finalement, ma mère, elle met fin à la relation. Elle rencontre quelqu'un de bien. L'année se termine de la famille d'accueil. J'ai le choix d'aller vivre chez mon père ou chez ma mère. Fait que je m'en vais vivre chez ma mère. Finalement, je vis là 2 mois. 2 mois parce que faut que je m'occupe, encore une fois, de mon frère, de ma sœur, puis des 2 enfants de son conjoint. Eux, tout nouveau, tout beau, ils sortent, ils s'amusent du jeudi au dimanche, puis c'est moi qui ai encore cette lourde responsabilité-là. Puis, je venais de vivre une année où j'étais une adolescente normale, fait que je voulais plus vivre ça. Donc, je vis chez mon père, j'ai 14 ans, j'essaye toutes sortes de drogues. Je me rends chez ma chum de fille le matin avant de me rendre à l'école. Finalement, je fume du pot, on prend toutes sortes de drogues. Des journées, je me rends à l'école, je lis. D'autres journées, je me retourne chez nous, je vais pas à l'école. Bref, ça a été une année extrêmement difficile parce que mes notes, ils finissent par chuter. Ça a quand même été long avant que la direction communique avec mon père, mais quand ça s'est fait, là, ils m'ont mis au pied du mur. C'était tu te reprends en main, puis on te laisse au régulier, ou tu t'en vas faire des cours, je dirais pas particuliers, mais les mêmes cours, mais en cheminement individuel, que tu lis toi-même la matière, puis si tu as des questions, tu les poses au professeur. On met aussi une feuille de route, pas parce que je suis une mauvaise petite fille, c'est vraiment juste pour montrer que je vais à l'école, me mettre un A pour que la direction soit au courant, que mon père soit au courant, puis même moi. Fait que les années qui suivent de ça, je performe encore, j'excelle. Je deviens la performance scolaire avec un certificat signé du député de Beauce. Je passe dans le journal, avec le trophée, les sous qui viennent avec. J'étais quand même très, très fière de ça, de ce petit bout-là, parce que moi, j'ai tout le temps été bonne. Je pas pour me vanter, mais j'ai tout le temps eu cette facilité-là à l'école. Puis je suis ouverte à apprendre sur tous les sujets inimaginables de la vie. Fait que c'est ça, je demeure encore chez mon père, ça va très bien, mais je suis encore la petite fille qui doit prendre soin de quelqu'un, qui doit prendre soin de son père, qui fait à manger, qui fait le ménage, qui prend soin de lui, qui l'écoute, puis tu sais, comme si je devais être sa mère, dans le fond. À un moment donné, ça finit par chuter. Rendu à 16 ans à peu près, à 16 ans, à force de prendre différentes sortes de drogues, que j'ai tout le temps eu des bons trips, là, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, je me pose trop de questions, ça la drogue. Puis je commence à perdre confiance en moi. Je sais pas ce qui se passe. C'est-tu une psychose? C'est-tu une dépression? Je perds totalement confiance en moi, puis je suis plus capable de sortir de chez nous. L'anxiété prend le dessus. Je suis plus capable de sortir chez nous, je suis plus capable d'aller au centre d'achat. C'est horrible ce que je vis. Fait que ça a duré un bon 2 ans. Mais j'avais toujours la foi, j'ai toujours prié, j'ai toujours fait mes demandes. Et finalement, j'ai fini par m'en sortir en sortant petit peu par petit peu de chez nous. Dans la même époque, je faisais de la visualisation beaucoup. Parce que je connaissais très bien ce que c'était le conscient, le subconscient et l'inconscient. Moi, j'avais lu vraiment beaucoup là-dessus. Ça, je donne ça à ma mère. C'est elle qui m'a initiée. Fait que j'ai fait mes manifestations de l'homme que je voulais dans ma vie, le père de mes enfants. Fait que ma mère avait son casse-croûte à Saint-Euséard, puis j'étais avec elle en arrière du comptoir et je vois cette personne-là rentrer dans le casse-croûte. Mon Dieu!
qu'est-ce que c'est ça, ce bel homme-là? Tu sais, il venait me chercher. Moi, je sortais d'une période de dépression, d'isolement, tu sais. Moi, ce que je cherchais, c'était la prestance, le charisme, la bonne humeur, la joie de vivre. Tu sais, moi, je sortais de la dépression, puis il y avait tout ça, puis il était beau comme un cœur. Fait que, un coup de foudre, ça a été littéralement un coup de foudre. Je sais pas ce que c'est pour d'autres. Moi, pour moi, ça a été un coup de foudre, ça a été la même chose pour lui. Mais on s'est pas parlé, on s'était pas parlé. Quelques mois plus tard, on s'est rencontrés. Il était en couple, j'étais en couple, puis finalement, on a décidé d'officialiser. Il avait sa maison, m'a offert d'aller vivre chez lui. J'ai accepté. Une semaine plus tard. 3 mois plus tard, je tombe enceinte. J'avais 19 ans. J'avais plus ou moins peur parce que je savais ce que c'était d'accompagner, mettons, d'accompagner des gens. J'avais pas peur d'être maman. Fait que je mets au monde mon premier garçon, Olivier. J'ai une garderie à l'époque, je fais des repas scolaires aussi. J'ai eu quelques petits boulots ici et là. Je travaille chez Métro, je mets au monde mon deuxième garçon, Anthony. Puis 2 ans plus tard, je mets au monde mon troisième garçon, Samuel. Là, je me dis, je travaillais avec ma mère, j'étais assistante gérante. Là, je travaillais les soirs, les fins de semaine, c'était là les périodes les plus payantes. Puis, tu sais, moi, je voulais être là pour ma famille. Fait que j'ai décidé de retourner à l'école. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était d'être psychologue. Mais là, à l'âge que j'avais, de retourner au cégep, d'aller à l'université, c'était pas pour moi. Fait que je me suis dit, je vais m'en en secrétariat. Fait que je l'ai fait pendant 1 an. Puis, il y a eu une agente de recrutement qui est venue, qui travaillait à l'Agence de la santé et des services sociaux de Sainte-Marie, qui est venue pour parler de l'agence. Moi, travailler dans le système de santé, c'était ce qui m'appelait. Puis, travailler pour le gouvernement, bien, ça m'appelait aussi. Fait que je recommence à faire ma visualisation. Premièrement, je fais mes tests de base, français, Word, Excel, PowerPoint. Puis, pour ce qui est de mon entrevue, ben je me visualise avec toute ma confiance dans un bureau. Je savais pas comment c'était fait, mais tu sais, c'est ça, faire de la visualisation. C'est vraiment se voir à l'intérieur d'eux. Puis finalement, l'entrevue se passe très bien. C'est moi qui l'obtiens. Fait que finalement, c'est ça. Je travaille au niveau communautaire en contrat, au niveau communautaire quelques mois. Par la suite, mon contrat prend fin. J'embarque avec un autre contrat pour ce qui est du premier colloque gériatrique de Chaudière-Appalaches. Donc, j'assiste ma professionnelle auquel on avait 250 invités au centre de congrès à Lévis. Un très beau projet. Par la suite, on me met à la réception. Mais chez nous, ça va pas bien parce que j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai le ménage, le travail, c'est encore moi qui supporte tout. Même mon conjoint travaille 7 sur 7 à différentes périodes, ça en fait beaucoup, je suis seule à gérer. J'ai 2 enfants à problématique en orthophonie, fait que je fais comme tout le monde, je commence au niveau du CLSC, je me rends au CRDP, je me rends au niveau scolaire, fait que je clôt un chapitre pour un, je recommence le chapitre pour un deuxième. Fait que là, c'était vraiment trop. Fait que j'ai plus de force. Je dors plus, je suis fatiguée, je fais de l'anxiété, ça va pas bien, puis là, mon système commence à lâcher prise. Mon couple pas de l'aide. Le 28 mai 2010, on me met en arrêt maladie. Je fais confiance au système de santé. En 2011, on me diagnostique une fibromyalgie sévère. Fibromyalgie sévère, c'est du sommeil non réparateur, c'est de la douleur chronique à grandeur du corps et une dépression qui va être diagnostiquée un petit peu plus tard aussi. Fait que j'avais toutes les conditions pour la fibromyalgie sévère. Je n'étais plus capable de marcher. Je n'étais plus capable de monter mes marches. Je n'étais plus capable de faire à manger, de rester debout. C'était vraiment très, très, très difficile. Je remercie ma belle-mère de l'époque qui est venue le matin s'occuper de mes enfants pour les mettre à l'école parce que pour moi, c'était extrêmement difficile.
de me lever puis de m'occuper puis de mes enfants. Là, ben, j'ai fait confiance au système de santé. J'avais 3 médecins qui me dirigeaient. Fait que j'avais mon médecin de famille, j'avais mon médecin de la douleur à l'Hôtel-Dieu de Lévis, puis j'avais ma psychiatre. Mon médecin de famille gérait ma médication. Fait que là, c'était tout le temps du plus. T'as mal, on augmente, on augmente, on augmente. Fait que là, à un moment donné, j'étais rendue sur la morphine, le dilodide, vraiment beaucoup. Puis là, c'était rendu en dernier que je prenais une quinzaine de médicaments. Là. Je prenais ça comme des bonbons. Puis je pouvais prendre là, de 84 à 87 mg. Puis je parle juste de morphine. Je te parle même pas de benzodiazépine. Je fais juste parler de milligrammes de morphine. J'étais plus là. J'étais en isolement total. J'étais plus capable de sortir de chez nous. J'étais plus capable d'avancer. Je me disais, à l'âge que j'ai, ça n'a pas d'allure de vivre comme ça. Voyons, qu'est-ce qui m'arrive là? Je le sais bien trop ce qui m'est arrivé. Je me suis juste jamais affirmée. J'ai tout le temps été la fille soumise. Je me suis juste jamais écoutée. J'ai juste tout le temps subi. Puis, à un moment donné, là, Éric part en tournoi à l'extérieur. Moi, je suis pas capable d'y aller parce que je vais pas bien. Mais je comprends pas pourquoi je vais pas bien. Je me dis, bon, j'ai une gastro, puis bon. Dans les années avant, ce que j'ai su que j'étais en sevrage, c'est bon, j'avais eu chaud, j'avais eu frette, un peu comme dans les films. Là, je savais que j'étais addictive à la morphine. Mais là, cette fois-là, là, ce week-end-là, je me suis vidée à terre, pareil comme dans les films. Puis j'étais amorphe, là. J'étais même plus capable d'avancer. J'étais couchée à terre. J'étais juste plus là. Je me suis fait couler un bain, mais il y avait tellement d'eau dans mon bain. J'avais tellement plus de force que je me noyais dans mon bain. Je faisais littéralement des bulles. J'avais plus d'énergie, j'étais morte. J'ai sorti de mon bain, je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais à terre, tout nu. Mon père est arrivé sur l'entrefait. Je ne sais pas s'il l'a senti, mais mon père a toujours été bien présent. Il venait tout le temps voir sa fille, venir prendre un café avec sa fille. C'était mon confident. T'sais. Moi, mon père, il n'a plus jamais relevé le ton. Il m'a plus jamais... Depuis la séparation, ça a comme été mon ange. C'est mon ange, mon père. Et quand il m'a vu comme ça, ben, il a appelé les ambulances. Là, il dit « Venez la chercher » parce qu'il dit « Si vous venez pas la chercher, il dit « C'est moi qui vais la monter ». Fait qu'à partir de ce moment-là, là, je me suis dit ouais, là, ça va loin, là, ton histoire de médicaments. Puis à l'époque, là, j'aurais aimé que les 3 médecins se fassent une concertation, là, puis qu'ils se disent, parce que j'étais suivie régulier, j'aurais aimé ça qu'ils disent ben ça va pas bien là avec Mme Boutin, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quelque chose dans sa vie, tu sais? On l'emmène-tu faire une désintox? On prend-tu une solution alternative pour que ça aille mieux? Tu sais, trouver une solution. Finalement, ça vient pas. En 2019, c'est moi qui décide d'arrêter ma médication. Je me suis donné un méchant coup parce que ça n'a pas été progressif, là. Ça a vraiment été top, on arrête la médication. Là, je savais très bien ce que c'était de vivre, parce que moi, j'ai perdu 5 ans de ma vie. Les 5 dernières années de vie, de médication que j'ai eues, là, c'est les autres qui m'ont dit comment j'étais plus là. En 2019, j'arrête ma médication. Donc là, je sais très bien ce que c'est que d'avoir la tête, l'esprit, la tête. Je sais très bien ce que j'ai toute ma conscience. En 2020, la COVID arrive. Je rentre à l'hôpital pour une psychose d'anxiété. Je déconnecte vraiment mon esprit, ma tête, mon corps. Je déconnecte vraiment. Tout ce que je pense tout bas, je le dis tout haut. C'est parce que je me suis jamais exprimée, j'ai jamais dit ce que je ressentais, tout ça. En 2021, là, je reconnecte avec moi. Je recommence à devenir qui j'étais. À colorier du mandala, à cuisiner avec la musique, à vraiment avoir du plaisir avec moi-même, à me retrouver, à faire de l'ancrage, sortir dans la nature, tout ce qui peut me faire plaisir. Mais là, les gens me reconnaissent plus. Mes proches me reconnaissent plus, fait que
Je les écoute un peu. Je décide de rentrer à l'hôpital et puis pour moi, ça a été une injustice. On me garde pour une période de 12 jours. Là, je tente de me séparer, mais là, je me retrouve tout nu dans la rue. La seule place que je peux aller, c'est à la jonction pour elle, mais je veux pas ça. Mais en même temps, je l'aime encore. J'ai encore les bons souvenirs de famille qu'on a créés avec les enfants. Finalement, on se donne une deuxième chance. On se dit, on va essayer d'améliorer certaines choses parce que ça fait quand même 23 ans qu'on est ensemble. Là, je veux recommencer à travailler parce que je veux sortir de mon isolement. Je veux ressortir voir du monde. Fait que je fais appel à l'organisme Le CEMO, un organisme pour les gens qui ont des handicaps physiques et mentaux. Moi, dans mon cas, c'est physique. Fait que je fais plusieurs petits boulots, mais finalement, c'est un petit peu difficile de s'ajuster avec la douleur, puis la fatigue, tout ça. Moi, j'ai un DEP en secrétariat, mais je suis pas prête à retourner avec les gens. Fait que je suis prête à retourner n'importe où dans une usine. Fait qu'on m'engage chez Cartonec. Je rencontre le chef d'équipe, on discute, Monsieur Jean-Jérôme. Premièrement, on s'est liés d'amitié parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Et puis, parle, jase, on s'est découvert des affinités. Et puis, je décide de mettre fin littéralement à mon couple de 24 ans de vie commune. Puis j'ai décidé d'avancer, faire un petit bout avec M. Jérôme. Pour l'instant, c'est des sentiments amicaux qui se développent vers sentiments amoureux. Moi, ce que je recherchais, c'était le respect, la communication, la joie de vivre, le rire et tout ça. Pour le présentement, ça va très bien. Le but de faire l'émission de C'est ça la vie, c'est parce que de par les événements que j'ai vécus, je sais que c'est pas extraordinaire, là. Il y en a qui ont vécu pire que ce que moi j'ai pu vivre. Mais je suis là pour redonner une lueur d'espoir à ceux qui ont traversé des périodes assez difficiles dans leur vie. Je suis là aussi parce que j'ai 15 ans de fibromyalgie, puis que je m'en suis sortie, plus de médication, de l'auto-guérison. Fait que je veux aider les gens qui vivent avec la fibromyalgie à lâcher prise, à se pardonner, parce que je crois que mon histoire de vie, c'est d'avoir appris à lâcher prise, à me pardonner certains événements qui ont été difficiles et à pardonner à ceux qui m'ont offensé et toujours dans l'optique de l'amour universel qu'on doit garder dans notre cœur. Donc, c'est cette communication-là que je veux retransmettre aux gens, dans ma bienveillance, puis me disant que je suis un ange descendu sur cette terre pour redonner aux gens. Caroline Boutin a décidé d'avancer dans la vie, de vivre au jour le jour et de lâcher prise. Elle s'est enfin retrouvée, épanouie et en totale liberté. C'est ça la vie. Listen.